Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. Bienvenue au Skeptics in the Pod de Liège, donc une initiative bénévole dont l'objectif est de promouvoir les sciences, l'esprit critique et la rationalité en invitant chaque mois ou presque des intervenants qui viennent donner de leur temps pour discuter de sujets divers, ça peut être des sujets de société, de neurosciences et de méta-recherche ce soir. Donc ici notre initiative reprend pour une troisième année. On se réunit les deuxièmes vendredis de chaque mois ici au Cooper Café, qu'on remercie encore chaleureusement. Et si vous voulez être tenu au courant des prochains événements, n'hésitez pas à suivre la page Facebook Skeptics in the Pub Liège, si ce n'est pas déjà le cas. Et ce soir, on accueille François Léonard, qui est doctorant à l'Université de Liège, en faculté de psychologie, et qui va nous parler des coulisses de la recherche scientifique et de la méta-recherche. Donc François nous parlera de ce que c'est une fraude scientifique, les différents types de fraude, comment on peut les combattre, de ce qui est mis en place, et de leurs répercussions plus larges sur la société. Alors François fait une présentation de 1 demi-heure, 45 minutes à peu près, voilà. Et on pourra ensuite en discuter tous ensemble. Vous pouvez poser vos questions et on lancera une discussion autour d'un verre. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vais maintenant laisser la parole à François. Merci. Merci encore François. Alors, aujourd'hui, j'ai accepté une deadline beaucoup trop courte pour vous parler de ce sujet-ci, parce que en psychologie, on a plusieurs types de doctorants. On a deux grands types de doctorants. On a des doctorants qui étudient de manière non exhaustive l'alcoolisme, la dépression, le comportement animal ou même la mémoire. Et eux, quand on va dans une réunion de famille, qu'on leur demande dans leur famille, « ta thèse, c'est quoi? Ça se passe bien? Ça parle de quoi ?» il dit « je travaille sur la dépression, tout le monde comprend ». Et il y a des doctorants comme moi, on n'est pas beaucoup, où je dis que j'étudie la méthode scientifique et que ma thèse, c'est de la méta-recherche. Et là, il n'y a personne qui fait « qu'est-ce que c'est? C'est pas de la psycho. Et c'est pas de la philo? C'est des stats ?» En fait, c'est de la psycho. Parce qu'on étudie le comportement au travers des articles publiés des chercheurs. Qu'est-ce que c'est la méta-recherche et pourquoi un nom un peu barbare comme ça? Il est important de rappeler, et c'est un peu un disclaimer dans la présentation ici, que je vais parler de choses qui peuvent paraître très graves, qui peuvent ruiner l'espoir qu'on a dans la méthode scientifique et dans ce que font les chercheurs. Mais il ne faut pas oublier que la science est le principal moteur du progrès humain. Et que l'amélioration de sa méthode est obligatoire si on veut continuer à avancer, à régler des problèmes de maladie, ou même envoyer un homme sur Mars. Le but de la méta-recherche, en fait, c'est de permettre à la méthode scientifique de continuer à s'améliorer et de continuer à avoir des progrès pour l'humanité et pour la connaissance. C'est un domaine qui ne s'intéresse pas à des cas individuels, elle s'intéresse surtout à des ensembles, à des domaines, et elle ne va jamais pointer quelqu'un, sauf dans des cas extrêmement graves. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est étudier les pratiques de recherche, et c'est une approche pluridisciplinaire. Je suis souvent amené à discuter avec des médecins, des gens qui font de l'épidémiologie, ou même des statisticiens. C'est un domaine de recherche qui veut une science ouverte, disponible, et qui veut augmenter la qualité des résultats scientifiques. Pourquoi le terme méta? En fait, le terme méta peut être confondu avec méta-analyse, qui est un principe d'étude qui synthétise d'autres études pour obtenir l'efficacité d'un domaine en rassemblant tous les résultats et rassemblant toutes les connaissances. La méta-recherche, c'est pas exactement ça, c'est pour ça que c'est pas exactement le même nom. Notre but n'est pas d'obtenir un effet, je vais expliquer ce que c'est juste après, ou une synthèse de la littérature, c'est de regarder l'état d'une littérature en particulier, ou de plusieurs littératures en particulier, au niveau de sa méthode et au niveau de sa qualité. C'est pour ça qu'on utilise aussi le préfixe méta. En méta-recherche, on a 5 grandes thématiques
La première thématique, c'est tout ce qui touche aux pratiques de recherche des chercheurs, donc comment ils planifient une expérience, comment ils récoltent des données, comment ils communiquent, comment ils analysent leurs données et comment ils les interprètent. On a un autre grand domaine qui touche à la communication scientifique, donc comment les chercheurs communiquent leur science, comment ils publient, dans quel genre de journaux ils publient, est-ce qu'ils font quel genre de posters, et comment améliorer ce principe de communication scientifique pour éviter des dérives de communication comme on a vu. Je ne vais pas en citer 10 000, on l'a bien vu avec le Covid. Il y a aussi des méta-chercheurs qui étudient la reproductibilité des résultats de recherche. Alors c'est la reproductibilité d'un résultat de recherche. La recherche fonctionne par le principe de, une fois qu'on a un effet, on reproduit cet effet et on le recommence. Si on n'arrive pas à le reproduire, il y a un problème, soit on jette l'idée, soit on recommence en modifiant la méthode pour voir si cette idée arrive ou n'arrive pas. Et il y a des chercheurs en méta-recherche dont le but c'est d'arriver à augmenter la qualité des études de reproductibilité et d'arriver à obtenir un plus grand taux d'études reproduites en psycho. Et dans d'autres domaines, parce que ce sont des problèmes qui sont presque généralisés, même si on n'a pas encore toutes les preuves nécessaires pour l'affirmer à 100%. Il y a encore aussi des chercheurs qui évaluent la recherche. Donc, comment sont évalués les scientifiques ? Pour le moment, je ne vais pas vous le cacher, si un scientifique ne publie pas d'articles scientifiques suffisamment et en suffisamment grande quantité dans des journaux suffisamment prestigieux, sa bourse elle disparaît, son poste il disparaît, et il peut aller travailler dans le privé et espérer avoir un job qui est normalement donné à un master. Et il y a aussi encore un autre domaine qui est encourager les chercheurs, former les chercheurs pour qu'ils puissent arriver à une science de plus grande qualité et de lutter contre les mauvaises habitudes qui datent des années 50. Personnellement, ma thèse se concentre sur les pratiques de recherche des chercheurs. Tout ce qui touche à la communication de la recherche, la reproductibilité, l'évaluation et l'encouragement, j'ai lu dessus, je m'y connais un petit peu, mais c'est vraiment pas mon corps métier et je vais vite être limité avec des questions sur ces domaines-là. Mais je peux vous donner des noms de gens qui sauront bien mieux parler de moi, par exemple de la communication scientifique. Je pourrais citer le nom de Sacha Bloos, qui travaille sur le reporting des articles. Et pour l'évaluation de la recherche, je pourrais citer un de mes patrons qui est Ezio Tirelli et qui travaille beaucoup là-dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais utiliser certains termes de manière récurrente dans la présentation, c'est par déformation professionnelle, je suis totalement désolé. Le premier terme, c'est le terme d'effet. Alors, quand un scientifique dit « mon étude montre un effet de », qu'est-ce que ça veut dire? On va faire une petite expérience de pensée. Imaginons que Panoramix vient nous trouver et nous demande si on peut tester l'efficacité de la potion magique. On va conduire une expérience de deux groupes, avec un groupe contrôle qui va recevoir de la soupe au potiron qu'on va appeler un groupe placebo, et un groupe expérimental qui va réellement recevoir la potion magique. On va administrer la potion magique en quantité exacte dans les mêmes conditions à chacun des Gaulois du village. On va attendre que la potion fasse effet, puis on va aller mesurer le nombre de Romains qu'ils arrivent à aller assommer dans chaque groupe. Qu'est-ce que l'effet de la potion magique dans ce cas-ci? L'effet de la potion magique dans ce cas-ci, ça va être la différence de force entre les sujets du groupe contrôle qui ont reçu de la soupe au potiron et les sujets du groupe expérimental. Donc on va bêtement faire une différence. Donc est-ce qu'il va y avoir 40 Romains de plus assommés dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle? Donc dès que je vais parler d'effet, il faut imaginer la grandeur de quelque chose, la grandeur d'une intervention. Vu qu'on va parler de choses un peu lourdes et pas très amusantes quand on est chercheur et quand on travaille dans le grand public ou qu'on a quelqu'un dans sa famille qui a un cancer, je vais rappeler ce que c'est la méthode hypothético-déductive, qui est la méthode la plus couramment utilisée en recherche, enfin, théoriquement la plus couramment utilisée en recherche, parce que beaucoup de chercheurs font croire qu'ils sont dans cette méthode-là, quand ils ne la font pas, et qui sont plutôt dans une démarche exploratoire et qui n'ont pas de réelles hypothèses. Un chercheur, quand il commence, il va d'abord se poser une hypothèse. Il faut que son hypothèse ait un certain retentissement possible médiatique,
parce que s'il n'a pas de retentissement possible médiatique, il n'aura jamais les fonds pour conduire sa recherche. Et il va devoir formuler une hypothèse. Cette hypothèse, elle doit être, dans la plupart des cas, chiffrée. Donc il faut qu'il donne l'ampleur de l'effet et une hypothèse de l'ampleur de l'effet qu'il veut montrer. Une fois qu'il a réussi à avoir ses fonds et qu'il a le feu vert pour commencer son étude, il va concevoir cette étude. Donc il va déterminer l'effectif qu'il lui faut, le nombre de groupes qu'il lui faut, si c'est par exemple un effet pharmacologique, les effets indésirables pour pouvoir faire ses conditions d'inclusion et d'exclusion au niveau des sujets, comment il va faire ses mesures, combien de fois il va devoir avoir les sujets, enfin tous les détails pratico-pratiques de la recherche avant même de récolter des données. Une fois que sa conception d'étude est effectuée et dans les cas exemplaires, la personne a été voir un méthodologue pour vérifier que son étude n'est pas biaisée, il va collecter les données de son étude. Si possible, il va s'arranger pour que ce ne soit pas lui qui collecte les données, que ce soit quelqu'un qui est aveugle aux hypothèses, donc qui n'est pas au courant que quel groupe reçoit quel traitement, ou dans quel groupe on veut mesurer telle chose. Une fois que ces données sont récoltées, il va analyser les données et tester ses hypothèses. Donc, un test d'hypothèse classique, c'est on part de l'hypothèse que notre traitement n'a aucun effet, donc sa taille d'effet est de 0. Et on veut voir si cette taille d'effet est différente de 0. Et après, on va aller voir si cette taille d'effet est proche de la taille d'effet que l'on a hypothétisée. Donc il va analyser ces données, il va aller voir un statisticien s'il n'arrive pas à faire cette analyse, mais normalement il aurait dû le faire au moment de la conception de l'étude. Il va tester ses hypothèses, il va voir ses résultats sur son petit ordinateur, dans une console comme dans les années 80, parce que les logiciels statistiques sont vraiment pas sympas au niveau de la visualisation, surtout le mien. Il va interpréter ses résultats. Attention là, il peut déjà aussi faire des erreurs, il peut se tromper d'hypothèse. Par exemple, pour les 3 personnes que je vois ici, 4 ou 5 qui sont dans la recherche, par exemple, confondre médiane et moyenne. Et il peut déjà faire des erreurs ici. Mais là, on est dans le cycle parfait. Une fois qu'il a interprété ses résultats, il va écrire son article. Il va essayer de le publier dans une revue, si son résultat est significatif, ou et même s'il n'arrive pas à montrer son effet. Et après, il va espérer que d'autres chercheurs ou des gens de son équipe ou lui-même répliquent son effet et répliquent son étude pour montrer que son effet arrive à résister et que ce n'est pas dû à un biais de sa propre personne. Et après, on recommence le cycle. Il va essayer de générer une nouvelle hypothèse, il va essayer d'avoir des fonds, il va concevoir son étude, il va collecter des données, il va analyser les données, tester les hypothèses, interpréter les résultats, publier, reproduire. Et normalement, ça fonctionne tout le temps comme ça. Mais on est dans un monde où la science est faite par des humains. Un humain est un animal biaisé qui a tendance à toujours vouloir confirmer ce qu'il croit. Et donc, on se retrouve dans un problème, c'est que vu que les chercheurs gardent leur poste en fonction du nombre de publications et de l'impact sociétal et du prestige dans les revues dans lesquelles ils publient, il est tentant de tout faire pour toujours avoir quelque chose qui fonctionne, et quand ça ne fonctionne pas, de s'arranger pour que ça fonctionne ou faire croire que ça fonctionne. Donc il y a plein de petites stratégies pour y arriver. Alors, je vais les résumer grossièrement ici, et je vous ai à chaque fois mis des références au niveau de chaque stade de la méthode hypothético-déductive. Un chercheur qui a réussi à montrer un effet dans une première étude pourrait se dire, je vais répliquer mon étude. Mais si mon étude était mal conçue, qu'elle est biaisée, et que l'effet vient d'autre chose, et qu'il est dû au hasard, si je réplique mon étude, il est possible qu'elle ne sorte pas, et que je n'arrive pas à montrer mon effet. Donc je vais passer pour un con, donc je ne vais pas répliquer d'études. Et il y a très peu de chercheurs qui répliquent des études. Et en 2012, Michael et Plucker, et encore 2-3 autres collègues, ont réussi avec un sondage à montrer qu'un article sur 1000 subissait une tentative de réplication et était publié. C'est pas assez. Tout devrait être répliqué tout le temps. Sauf quand l'effet est trivial, par exemple, vous sautez de 12 mètres sans parachute, vous êtes mort à la fin, ça on le sait. Au niveau de la conception de l'étude, on peut faire plein de choses pour avoir des résultats biaisés. Dans les domaines des sciences sociales et des sciences médicales, biomédicales et toute autre science qui a besoin de récolter des sujets humains ou animaux, et même en sciences spatiales, on peut arriver à le montrer, par les phénomènes d'échantillonnage au hasard, donc prendre un groupe d'individus, l'attribuer dans un groupe contrôle ou dans un groupe expérimental. Les mesures que l'on va observer pour chacun des individus vont être
théoriquement aléatoire. Donc il pourrait que si on a peu d'individus dans chacun de nos deux groupes, on pourrait avoir un groupe qui a une moyenne déjà de base qui est différente de la moyenne du groupe contrôle ou de l'autre groupe. Ce qui est un problème. Donc on demande aux chercheurs, en théorie, de calculer le nombre de sujets ou d'observations dont ils ont besoin pour montrer un effet particulier. C'est ce qu'on appelle la puissance statistique. Et les chercheurs qui veulent publier à tout prix, ils sont bien au courant de cette règle que si leur effet n'existe pas et qu'ils ont un grand échantillon, ils n'arriveront pas à le sortir et on verra que cet effet, il est minable et il ne sert à rien. Par contre, s'ils prennent un petit échantillon, par exemple 6 souris dans chaque groupe, pour un effet qui est censé expliquer 1% du phénomène, donc un effet ridiculement petit, avec les erreurs aléatoires et les erreurs d'échantillonnage, il est fortement probable qu'ils arrivent à avoir un effet qui sort, et un effet énorme. Donc un effet énorme qui sort, ça veut dire le sésame pour la publication dans un article à haut impact factor, c'est-à-dire un journal qui a un très grand prestige. Les journaux qu'on a entendus les 3 dernières années avec le Covid à très grand prestige, chez Nature, Science, BMC et le Lancet. Au niveau de la collecte des données et de l'analyse des données, donc là on n'est plus dans des problèmes de conception d'échantillons trop petits, on a toutes les interventions que les chercheurs peuvent réaliser sur leurs données et sur leurs analyses statistiques pour, s'ils n'arrivent pas à montrer leur effet et dire que leur effet est intéressant avec leurs données brutes, toute transformation, que ça touche des données ou à l'analyse, pour arriver à avoir un effet pertinent qui existe, mais qui en fait est totalement surestimé ou qui n'existe pas. Alors, il y a plein de pratiques. Une pratique courante, c'est supprimer les données qui ne nous arrangent pas. Ça se fait extrêmement souvent. D'ailleurs, la prévalence du p-hacking, donc le travail des données et des analyses pour arriver à sortir un effet qui ne devrait pas sortir, a une prévalence de 50 à 100% dans la littérature scientifique. Très difficile à montrer, mais c'est assez facile. Enfin, c'est difficile à montrer, mais une fois qu'on a le truc, on se rend compte que c'est assez mathématique et que c'est un travail de robot. Une autre méthode, on l'a vu par notre très cher Père Noël, distributeur de chloroquine à Marseille, c'est de faire passer des sujets du groupe contrôle au groupe expérimental. Donc, mon sujet a guéri du Covid, il n'a pas eu la chloroquine, on va faire croire qu'il a eu la chloroquine et qu'il a survécu. Et les sujets de mon groupe expérimental qui sont morts à cause de la chloroquine, on va perdre leur ECG et on va les foutre dans le groupe contrôle. Ils sont sûrs d'avoir un effet. Et enfin, dernière grande catégorie, c'est au moment de l'interprétation des résultats. Vous interprétez vos résultats et pas de chance, l'effet va dans la direction contraire à ce que vous voulez montrer. Un exemple, vous testez une molécule, vous espérez qu'elle va diminuer l'intensité de la dépression chez vos sujets. Pas de chance, votre molécule augmente la dépression chez les sujets et vous avez un taux de suicide aggravé. Qu'est-ce que peut faire un chercheur pour quand même publier son article et pas passer pour un con devant tout le monde? C'est simple. Il va dire qu'il n'avait pas cette hypothèse-là au départ. Personne ne va aller vérifier la conception de l'étude. Il va dire que sa molécule était censée augmenter la dépression et augmenter le taux de suicide. Officiellement, dans l'article, tout le monde y croit. Ça passe ni vu ni connu. Et il a une étude qui ne veut rien dire. Ça se fait extrêmement souvent. Et le dernier problème qu'on a dans la méthode scientifique appliquée par des humains, c'est le biais de publication. Si on regarde un journal scientifique, on peut en prendre plein et ils sont quasiment tous impactés et c'est très triste. Tous les articles présents dans un journal scientifique, ou presque tous, montrent un effet qui révolutionne le monde et qui est une découverte. Absolument tous, ou presque tous. C'est super embêtant. Parce que ça donne une vision tronquée de la recherche, ça fait croire au grand public qu'un chercheur ne se trompe jamais, qu'il a la science infuse, et que en fait c'est évident. Mais non, c'est pas évident, parce qu'en fait tout ce qui marche pas, on ne montre pas. Donc, comme je vous le disais, les bases de la science, c'est que dès qu'il peut y avoir des erreurs partout, il faut toujours reproduire. Et la méthode scientifique est basée sur la reproductibilité. Et quand on va lire les premiers traités de statistiques
de Fisher dans les années 30, l'idée de reproductibilité était déjà présente, et dans Popper, on le retrouve aussi. Maintenant que je vous ai montré comment les humains pouvaient un peu faire n'importe quoi, on peut le détailler. Il faut faire la différence, parce que accuser tout le monde de fraude, c'est quand même pas très sympa quand on a des jeunes chercheurs qui débutent. Donc il faut distinguer l'incompétence ou méconnaissance méthodologique de la méthode scientifique et des statistiques, les pratiques de recherche discutables et la fraude. Alors, une pratique qui pourrait être dans l'incompétence chez quelqu'un, une fois que cette pratique devient consciente et est faite de manière délibérée pour tromper le lecteur et tromper les reviewers ou les autres scientifiques, on est directement dans la fraude. Donc, mes petites puces présentes sur ma dia présentent plein de pratiques qui sont référencées comme méconnaissance méthodologique, pratiques discutables en recherche, mais elles peuvent toutes facilement passer dans la fraude. Donc, quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas enlever les données qui ne l'arrangent pas dans son étude, et qui le fait quand même, est un fraudeur. Un doctorant qui est forcé de le faire, qui ne se rend pas compte que c'est un problème, on n'est pas dans la fraude, on est quelqu'un qui est dans un abus de confiance, et qui est totalement incompétent, et pas de chance pour lui, il va passer pour une bille. Donc il faut bien penser qu'il y a un continuum, et que montrer qu'il y a une fraude scientifique avérée est extrêmement dur, parce qu'il faut arriver à démontrer le caractère conscient de la pratique de recherche discutable. Mais il n'y a pas que les pratiques de recherche discutables au niveau de la fraude scientifique, on a aussi la fabrication de données, et ça c'est un mensonge total. La psychologie a été fortement impactée il y a quelques années, et ça s'est passé vraiment tout près d'ici. Ça s'est passé en Hollande, et c'est le scandale de Diederik Stapel qui a inventé une quarantaine d'articles en entier. Et il a avoué qu'en fait, il faisait ça avec son café le matin dans sa cuisine. Il prenait une feuille, il mettait des chiffres de manière aléatoire, jusqu'à avoir les résultats qu'il voulait, et il a publié plein d'articles comme ça. Il a été démasqué, pour la petite anecdote, parce qu'il avait écrit qu'il avait fait une étude dans une gare, qu'il avait observé les gens s'asseoir sur une gare et comment ils se comportaient au niveau de leur interaction sociale. Des doctorants ont fait les articles de Stapel, ils sont quand même bizarres, il arrive toujours à montrer ce qu'il veut et les effets sont gigantesques. On va quand même aller voir ce qui se passe dans cette gare. Il n'y avait pas de banc dans la gare. C'est pas une blague. Il y a un livre sur son histoire qui s'appelle Outstapling, qui a été traduit en anglais par des doctorants hollandais qui n'avaient pas envie qu'il se fasse de l'argent sur son histoire de fraude encore. Donc ils ont traduit le bouquin pour qu'il soit dans le domaine public et que les gens aillent chercher le bouquin en anglais et pas le bouquin en néerlandais. On a la falsification. Donc la falsification, c'est tout ce qui touche au p-hacking et au hacking que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est transformer mes données, enlever les sujets qui ne m'arrangent pas, faire une analyse qui ne veut absolument rien dire, qui n'est pas adaptée à mes données. Donc par exemple, quand on a des données de type un peu, beaucoup, passionnément à la folie, donc ce qu'on appelle des échelles catégorielles, on a des types d'analyses qui sont spécifiques à ces analyses-là. Mais si on applique une analyse pour un autre type de données qu'on va appeler des données métriques qui sont par exemple votre taille en centimètres, l'analyse va être totalement perdue avec ces données catégorielles et elle va dire n'importe quoi. Ça se voit aussi tout le temps. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps, le chercheur devait faire une comparaison de deux moyennes et en fait il me fait des comparaisons de catégories. Il arrive à montrer quelque chose, son analyse tourne, Jessica ne me regarde pas comme ça, j'ai pas compris. Et il arrive à montrer un effet, mais son effet ne veut rien dire, parce que ce n'est pas la bonne analyse. Donc, le message vraiment important sur cette dia-ci, c'est que montrer qu'une fraude scientifique est avérée, il faut montrer le caractère intentionnel de cette fraude, ou de cette pratique discutable. Et il faut aussi toujours prendre en compte le contexte. On peut avoir des doctorants qui sont absolument poussés par leur direction à faire de la fraude scientifique et qui ne se rendent pas compte, parce qu'ils vivent dans un climat où on leur dit « Oh, vas-y, fais-le, c'est pas grave ». Et ils le font quand même, et ils ont confiance en leur patron, en leur promoteur, donc ils le font. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure sur la prévalence du p-hacking et du hacking. C'est quelque chose... Les enquêtes qui ont réussi à montrer ces prévalences ont une méthode qui est très amusante, parce que ça équivaut à demander à un mythomane à quelle fréquence il ment. Donc, les chercheurs de cette étude, c'est l'étude de John et collaborateurs en 2012. Ils ont été futés, ils ont posé la même question 6 fois aux chercheurs, pour différentes catégories et différentes pratiques de recherche discutables. Ils ont demandé
est-ce que les chercheurs d'une autre institution que votre institution pratiquent des recherches discutables ou de la fraude? Est-ce que des chercheurs dans votre institution pratiquent des pratiques discutables ou de la fraude? Est-ce que les étudiants diplômés de votre institution pratiquent les pratiques de recherche discutables et ou de la fraude? Est-ce que vos collaborateurs directs pratiquent pratiquent ou sont dans des pratiques de fraude? Et enfin, ils terminent leur enquête par vous-même. Est-ce que vous participez à des pratiques de recherche discutables ou de la fraude? Et on leur demandait la fréquence sur une échelle à 4 modalités: jamais, 1 à 2 fois, occasionnellement et souvent. Et je vais vous montrer les résultats et la conclusion va vous faire penser à des enfants de 3 ans dans une cour de récré. Quand on leur demande est-ce que les chercheurs dans les autres institutions pratiquent des pratiques de recherche discutables ou de la fraude, il y en a 10% qui disent qu'il n'y a aucun chercheur qui fraude et que tout le monde travaille bien. Déjà ceux-là ils sont louches parce qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Aux alentours de 40% disent qu'il y en a qui en font 1 à 2 fois et d'autres qui disent occasionnellement. Et pour la fraude avérée et qui pratiquent souvent de la fraude, on est aux alentours de 5%. Maintenant, si on se rapproche un petit peu de leur groupe d'appartenance professionnelle, donc les chercheurs de leur propre institution, le nombre de chercheurs qui ne pratiquent jamais la fraude, il explose. On arrive à peu près au même niveau que ceux qui en pratiquent 1 fois ou occasionnellement. Pas occasionnellement. Ceux occasionnellement, ils commencent déjà à diminuer. Quand on regarde ceux qui en pratiquent souvent, on diminue de 1 ou 2%. J'aurais pu vous dire les chiffres exacts. J'ai lu l'article la semaine passée, je me souviens plus des chiffres. Si on se rapproche, pas vraiment, mais qu'on reste dans leur institution et qu'on leur pose la question des étudiants, tout le monde sait que les profs d'UNIF et que les chercheurs ont un mauvais a priori par rapport à leurs étudiants et qu'ils se plaignent tout le temps que les étudiants ne comprennent rien, qu'ils ne vont pas assez vite, qu'ils ne lisent pas assez, qu'il y a plein de problèmes avec les étudiants, qu'il y en a trop, qu'ils ne savent pas les gérer, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas envie. Enfin, la liste est presque à finir. La proportion d'étudiants qui ne fraudent jamais vu qu'ils ont un a priori négatif, elle diminue un petit peu. Ceux qui pratiquent 1 à 2 fois des pratiques de recherche discutables ou occasionnellement, elle augmente un petit peu aussi. Et ceux qui pratiquent souvent des pratiques de recherche discutables ou de la fraude, elle revient à peu près, on est à une erreur de mesure près, au niveau des chercheurs des autres institutions. Donc, les gens de mon institution, ils sont moins pires que les autres. Mes étudiants, c'est comme les gens d'autres institutions. Quand on leur demande pour leurs collaborateurs directs, dans leurs collaborateurs directs, il n'y a quasiment personne qui fraude. Et quand ils fraudent, ils les virent. Donc, dans 3/4 des cas, il n'y a pas de souci. Ceux qui pratiquent des pratiques de recherche discutables ou de la fraude 1 à 2 fois ou occasionnellement, là on voit déjà que ça diminue fortement. Et dans leurs collaborateurs qui pratiquent souvent de la fraude ou des pratiques de recherche discutables, on est aux alentours de 1,5%, 2%, donc on a déjà diminué de 3/4 de base. Et quand on leur demande pourquoi ça ne veut pas changer, souci. Voilà. Quand on leur demande eux directement, on a à peu près les mêmes chiffres que pour leurs collaborateurs directs, vu que leurs collaborateurs directs sont une extension d'eux-mêmes, que leurs collaborateurs directs font exactement ce qu'ils ont envie, et quand ils ne font pas ce qu'ils ont envie, c'est dehors. Je vous ai montré la méthode que les chercheurs utilisaient pour démontrer les fréquences de fraude. Maintenant, je vais vous donner les vrais résultats. Et il y a eu plein d'études, il y a eu plein d'enquêtes utilisant la méthode que je viens de vous présenter. Et il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2009 par un chercheur qui s'appelle Fanelli. Donc c'est une étude qui va synthétiser les résultats d'autres études sur une même question très proche avec des méthodes de mesure très proches. Et il a synthétisé 21 enquêtes sur les pratiques de recherche discutables et la fraude, et il montre que 1 à 2% des scientifiques ont falsifié ou fabriqué des résultats au moins une fois dans leur carrière. C'est pas énorme, on va pas se le cacher. Par contre, 34% des chercheurs admettent recourir à des pratiques de recherche discutables. Enfin, 74% des chercheurs interrogés dans ces 21 enquêtes pensent que leurs collègues recourent à des pratiques de recherche discutables ou de la fraude relativement régulièrement.
Cette méta-analyse est de temps en temps mise à jour. Il y a d'autres études qui se font et très récemment, il y a une étude de Gopalakrishna et collaborateurs qui a été publiée. Eux, ils ont interrogé 6813 chercheurs et doctorants néerlandais. Ils ont réussi à avoir de manière auto-avouée, donc on est en sous-estimation de la pratique des pratiques de fraude, que 4,3% des chercheurs admettent recourir à de la fabrication de données. Au niveau de la falsification, on est à peu près à la même chose, 4,2%. Quand on rentre au niveau de la fréquence des pratiques de recherche évitables, donc pas la fraude, on est à 51% des chercheurs qui admettent y recourir. Retour en arrière. Dans une université comme la taille de celle de l'université de Liège, si je ne me trompe pas, il y a 2000 chercheurs. Je vous laisse faire le calcul de 4% de 2000, ça en fait déjà un bon paquet. Alors, il y a d'autres études qui ont été aussi par enquête, qui ont demandé aux chercheurs s'il existait une crise de la reproductibilité des résultats en sciences. Donc, pour rappel, c'est est-ce que les études publiées, si on les réplique, vont arriver à montrer le même effet ou un effet similaire? 52% des chercheurs interrogés dans cette étude qui a été réalisée par Nature disent que oui, il y a bel et bien une crise de la reproductibilité et qu'on n'arrive pas à reproduire les résultats de la recherche scientifique. 38% des chercheurs interrogés disent que oui, il y a peut-être une crise légère, mais que ce n'est pas si catastrophique que ça. 3% disent qu'il n'y a pas de crise du tout. Ils vivent dans un monde parallèle, dans le multivers, je ne sais pas. Mais pas dans le monde moderne et pas en 2022 parce qu'on en a tout le temps sous les yeux. Et 7% ne savent pas ou ne veulent pas se prononcer. Ensuite, ils leur ont posé une deuxième question. Avez-vous échoué à répliquer une expérience que vous avez réalisée ou une expérience d'une autre équipe? 60% au minimum des chercheurs affirment ne pas avoir réussi à répliquer une expérience ou un résultat ou un article de quelqu'un d'autre. Quand on va au niveau de leur propre recherche, le minimum il est de 40% de chercheurs qui disent qu'ils n'ont pas réussi à répliquer leur propre recherche. C'est quand même bizarre. Parce qu'on ne devrait pas avoir des proportions pareilles dans une science qui fonctionne bien. Pour exemplifier plus cette crise de la reproductibilité, il y a eu un projet qui a été lancé en 2015 en psycho encore, parce que c'est mon domaine, donc c'est le domaine que je connais le mieux, mais il y a d'autres domaines qui ont été investigués, il y a la cancérologie, il y a des domaines précliniques qui ont aussi été investigués, et ils ont tenté de répliquer sans études classiques en psychologie. À la fin de leur réplication, ils ont réussi à récolter les données de 97 études de réplication, donc ils avaient 2 poules de 97, les effets originaux et les effets répliqués. Les 3 qui manquent, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes au niveau de la récolte des données, parce que c'était une récolte des données automatique. L'ordinateur a planté, quoi, et donc ils ont dû tout supprimer. Dans cette étude, de très grande ampleur, ils ont réussi à montrer que les effets originaux étaient diminués de moitié par rapport aux effets répliqués. Donc vous avez un chercheur qui trouve un médicament miracle pour la maladie d'Alzheimer, on y réplique son étude, l'efficacité de la diminution des symptômes, de la diminution de la concentration en plaques amygdaliques dans le cerveau du patient, ben en fait, le médicament il fonctionne à moitié de ce que le chercheur a dit de base. Donc, on se rend compte que les effets originaux publiés non répliqués ont tendance à être surestimés. Et c'est pas vraiment normal non plus. Ça devrait arriver pour des domaines qui sont très nouveaux. On n'a pas la moindre idée de l'effet réel qu'on devrait attendre. Mais pour des domaines qu'on connaît très bien, genre par exemple tout ce qui est études sur le paracétamol, on a une idée très claire de comment fonctionne le paracétamol et de l'intensité de l'effet du paracétamol pour diminuer une migraine. On sait bien cet effet-là. Donc, avoir des études qui répliquent des études sur le paracétamol qui arrivent encore à montrer des effets plus petits, c'est un véritable problème. Enfin, ils ont aussi regardé le caractère significatif des études originales et des études répliquées. Alors, le caractère significatif d'une étude, c'est un terme statistique. Il faut bien faire attention que dire qu'un effet est statistiquement significatif ne veut pas dire que cet effet est important et a un sens.
Ça veut dire que, au hasard, si notre médicament n'avait pas d'effet, on aurait X% de chances d'observer un effet au moins aussi grand que cet effet. Donc c'est vachement plus compliqué que juste c'est important. Donc ils ont réussi à montrer que 97% des études originales avaient des effets statistiquement significatifs. Et quand on vérifie la proportion d'études significatives au niveau des réplications, seulement 36% des études qui ont eu une réplication arrivent à avoir un résultat significatif dans le même sens. Donc ça veut dire qu'ils ont publié des trucs, quand on les réplique, bah, c'est même pas qu'on a un effet un peu plus petit, c'est qu'on a un effet qui n'arrive même pas à être différent du... Abus de langage, si mon auteur m'entendait, il ne serait pas content. On n'a même pas un effet qui pourrait être considéré comme différent de ce qu'on pourrait obtenir avec le hasard. J'ai juste une question, parce que pour être sûr de bien comprendre, ça voudrait dire qu'elle a été répliquée exactement de la même façon, donc avec le même échantillon, ou avec un échantillon suffisant pour montrer un effet. Avec un échantillon qui a été augmenté. Toujours un échantillon augmenté. Donc, par principe d'échantillonnage, si un effet réel existe, qu'il a une taille d'effet bien identifiée, si on augmente l'échantillon, on va avoir un effet à peu près le même, parce que les erreurs dues au hasard vont être compensées parce qu'on aura beaucoup de sujets, et on va avoir une probabilité d'observer un effet strictement au hasard d'une ampleur similaire ou plus grande, encore plus petite, vu que la puissance statistique et l'échantillon sera plus grande. Excusez-moi. Juste par rapport à la dernière remarque qui a été faite, est-ce qu'ils utilisent les mêmes calculs statistiques? Exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Ce sont des réplications directes, ce qu'on appelle des réplications directes. Donc ils reprennent l'étude et ils font un copier-coller de l'étude. Ils vont juste pas chercher les mêmes individus. Ils augmentent juste la taille de l'échantillon. Ils augmentent juste la taille d'échantillon. Ce résultat a fait un scandale monumental en psycho et on en a parlé dans d'autres disciplines scientifiques. Et il y a plein de chercheurs qui ont sauté sur la brèche, des gens qui étaient déçus, qui n'avaient plus envie de faire de la science, enfin, des gens qui étaient totalement désabusés par le système. J'en connais plusieurs. Et il y a une chercheuse en psychologie du développement qui s'appelle Dorothy Bishop, qui a fait une conférence de vulgarisation en 2017 qu'elle a appelée, qui parlait de la reproductibilité et comment augmenter la reproductibilité des résultats en psychologie. Et elle a synthétisé les 4 grands problèmes que je vous ai présentés plutôt dans mon cercle de la méthode hypothético-déductive. Et elle a appelé ça les 4 cavaliers de l'irreproductibilité. Donc on a le arcing, changer son hypothèse une fois qu'on a vu les résultats et les effets. Utiliser des échantillons trop petits, donc manquer de puissance statistique. Je vais y revenir, c'est un terme que je garde pour la fin. Le p-hacking, donc toutes les pratiques qui permettent de montrer qu'un effet qui devrait être non significatif devient significatif. Donc supprimer des sujets, en gros, et de manière simple. Et enfin, l'autre cavalier, c'est le biais de publication et la tendance à ne publier que ce qui a fonctionné. Dans le reste de la présentation, je vais vous les détailler en détail. Enfin, en détail vulgarisé. Je vais commencer par le biais de publication parce que c'est le plus simple. Les journaux scientifiques sont tenus par des éditeurs scientifiques qui sont des scientifiques eux-mêmes. Mais les big patrons des différentes revues scientifiques, donc par exemple, vous avez une énorme entreprise qui s'appelle Elsevier, qui détient plusieurs journaux scientifiques et qui publie plusieurs journaux scientifiques. Elle a plusieurs éditoriats scientifiques qui sont tenus par des scientifiques. Mais la maison mère de toutes ces revues scientifiques, c'est tenu par des économistes, des gens qui font du marketing, des journalistes, des gens qui n'ont pas vraiment de compétences en sciences. Et ce sont des gens, imaginez que vous tenez une revue quelconque, vous avez envie que votre revue se vende, donc vous voulez qu'il y ait des trucs qui attirent les lecteurs. Qu'est-ce qui va attirer un public scientifique? C'est une étude qui montre un effet et que cet effet soit surprenant. Donc ils vont avoir une tendance à ne publier que les études qui montrent un effet significatif et qui est surprenant. Maintenant, depuis que ça a été montré il y a très longtemps déjà, il y a des journaux qui font un peu de la résistance et il y a un journal qui s'appelle le journal des résultats non significatifs et nuls et qui ne publie que des études qui n'ont pas marché. Le nom en anglais, c'est Journal of Null Findings. C'est assez amusant à lire.
cette tendance des revues scientifiques à ne publier que ce qui marche et que ce qui est surprenant, quand vous êtes chercheur, vous êtes en fin de mandat, que vous allez avoir, d'ici 6 mois, vous êtes sur la paille si vous n'avez pas trouvé une autre bourse ou un autre emploi, vous n'avez pas beaucoup de choix, quoi. Vous allez tenter de pratiquer une pratique de recherche discutable, d'enlever des sujets ou carrément de rentrer dans l'invention de données pour avoir un truc publié dans une revue prestigieuse. Et l'étude de Gopalakrishna que je vous ai montrée plus tôt a réussi à montrer que les jeunes chercheurs, donc les doctorants comme moi, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage d'une pratique de recherche discutable et dans la fraude, en fait on n'en sort pas et on continue parce qu'on ne se fait pas prendre. Et à la fin, si on arrive à publier et qu'on ne se fait jamais prendre, c'est comme le cas qu'il y a eu en Hollande, on devient un prof, puis un jour il y a un doctorant qui va aller voir s'il y a un banc dans votre gare et c'est foutu. Ce biais de publication, il a un autre gros problème, c'est qu'au niveau de la société et du public, il promeut une image totalement distordue du fonctionnement de la science. Un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche et qui trouve. C'est le message que ça donne. Et je peux vous affirmer, parce que des jeux de données statistiques, j'en vois tout plein. J'ai une ancienne collègue ici qui en a vu tout plein aussi. Et il y a beaucoup plus de résultats qui ne fonctionnent pas. Et qui ne sont même jamais écrits, jamais publiés. Donc ça va donner l'impression à d'autres chercheurs qu'en fait les autres chercheurs, ils trouvent toujours et ça marche toujours, et que eux ils sont nuls parce que ça marche pas. Et il y a un autre grand problème, c'est qu'un chercheur qui a une hypothèse, son hypothèse n'est pas vérifiée et ne marche pas, il ne va pas la publier, il ne va pas l'écrire. Il y a peut-être un chercheur sur la planète qui a un subside gouvernemental, qui va avoir la même idée en tête, il ne sera pas au courant que ça ne marche pas. Il va le faire, et on perd de l'argent, on gaspille des ressources, et on gaspille du temps de recherche. Et on a des doctorants qui sont totalement déprimés à la fin, parce qu'ils arrivent en fin de thèse et ils n'ont jamais rien su montrer. Notre Fanelli de la méta-analyse de tout à l'heure a fait une nouvelle méta-analyse en 2010 qui a été vulgarisée par Jung en 2012 où il a été comparé la proportion d'effets significatifs en fonction de différents types de revues. Et ça va des sciences spatiales à la psycho, donc il a vraiment balayé large. Et quand on regarde l'axe des X, on voit qu'en sciences spatiales, 70% des articles scientifiques publiés montrent un effet statistiquement significatif. Et si on va prendre le pire du pire, mon propre domaine, on est à plus de 90% de résultats qui sont significatifs et qui ont un sens presque clinique, on pourrait presque dire. Par contre, on connaît tous quelqu'un qui a une dépression, qu'on ne sait rien faire depuis 30 ans et qui reste déprimé dans son divan et on est totalement désespéré, on n'a toujours pas de traitement. Donc, c'est pas un petit phénomène, on est tout le temps au-dessus de 50% et bien au-dessus de 50%. Sauf dans un journal précis qui est le journal des résultats nuls et non surprenants, et là on est à 100%, mais c'est normal. Ensuite plutôt, je vais vous parler du hacking, donc c'est-à-dire, je le répète encore une fois, changer ses hypothèses une fois qu'on a vu les résultats, donc pratiquer un mensonge éhonté et regarder les gens dans les yeux et leur faire « oui, oui, c'était mon hypothèse de départ ». Ça correspond, si on l'image, imaginez que vous êtes un cow-boy et que vous dites à tous vos copains au saloon « et tu sais que je sais tirer dans le mille, les yeux bordés et dans le dos. Toujours, à 100%, j'y arrive. » Ce que vous ne dites pas à vos potes, c'est que oui, vous tirez les yeux bandés et dans le dos à chaque fois, mais que votre cible, vous la dessinez après, autour du trou de votre balle. Alors, le hacking, donc supprimer des données et utiliser des pratiques statistiques très discutables, ça correspond à prendre votre jeu de données, le passer dans une séance de torture et le faire cracher le morceau, même s'il ne l'a pas fait. Alors, je vous ai parlé d'effets significatifs. Maintenant, on a un véritable problème dans diverses littératures scientifiques, et pour ne pas dire toutes, c'est que les chercheurs sont obnubilés par un résultat statistique qui s'appelle la valeur P. Moi, je l'appelle le Graal du chercheur, parce que si cette valeur P est inférieure à 5%, donc si leur hypothèse est fausse, ils auront 5% de chance d'observer un résultat au moins aussi grand.
Donc c'est-à-dire un effet dû au hasard dans 5% des cas. Il se focalise là-dessus. Il se focalise sur un critère statistique. Mais ce critère statistique n'a aucune notion de la taille d'effet dans son calcul. Un effet significatif, donc avec un P plus petit que 0,05, peut expliquer moins d'un centième de pourcent d'un phénomène. Pour vous donner un exemple, un de mes patrons travaille sur les enquêtes internationales en sciences de l'éducation. Il a plusieurs milliers d'individus dans ces jeux de données. Donc ça veut dire qu'il a presque une puissance infinie. Dans ces rapports, il n'y a jamais de valeur P, parce qu'elles disent toutes qu'elles sont inférieures à 0,05, mais tous les effets montrés par les enquêtes internationales ne sont pas pertinents au niveau des politiques éducatives des pays. Donc, on peut avoir un effet tout petit qui a un sens, qui existe, mais qui n'explique absolument rien ou presque, et le vante comme une grande découverte, même s'il ne sert à rien. Donc, je vous redonne la définition de la p-valeur ici, qu'on appelle aussi p-value, et c'est la probabilité d'obtenir un résultat au moins aussi extrême à celui qui est observé, si l'on suppose que cet effet n'existe pas. Donc, un chercheur réfléchit à l'envers, c'est le message qu'il faut retenir. Si on réfléchit de manière graphique, alors, le graphique ici représente la distribution d'un effet nul que l'on peut observer. Donc, vous répliquez une expérience des millions de fois, vous allez obtenir une courbe d'effets qui vont varier par un échantillonnage aléatoire et des erreurs de mesure systématiques qui sont dues à l'échantillonnage. Votre valeur P, vous allez la calculer en prenant votre résultat observé, ici 2, qui est marqué par la ligne verticale, et calculer l'air sous la courbe de distribution de votre effet qui est plus grande que votre effet. Donc, c'est un bête calcul d'air. Un bête calcul d'air. Et ça ne prend absolument pas en compte la taille réelle de votre effet. Ici, vous montrez un effet d'une taille de 2. Vous voulez publier votre effet d'une taille de 2 en disant qu'il est révolutionnaire et qu'il montre quelque chose. Mais la distribution de votre effet, elle est de 0. C'est un rapport de proportion. Donc vous avez la proportion de ce qui est inférieur à l'effet que vous avez observé et la proportion de ce qui est supérieur à l'effet observé. Et la p-valeur, c'est la partie qui est supérieure à l'effet que vous avez observé, la probabilité d'observer quelque chose d'au moins aussi extrême. Si c'est un peu vague, c'est normal. Alors, si on revient dans les écrits statistiques de Ronald Fisher et de Newman, enfin surtout de Ronald Fisher dans ce cas-ci, il faut interpréter la p-valeur comme une sorte de degré de surprise. S'il n'y avait pas d'effet, dans autant de pourcents des cas, j'observerais un effet de cette ampleur, de cette taille. Et on a fixé par convention, pas sur une grille ou un critère logique, qu'on allait considérer statistiquement significatif un effet quand sa valeur P serait plus petite que 0,05. On parle d'alpha de 5%. C'est une convention. Et quand on lit Fisher, il dit très clairement, moi ça m'a permis des simplifications et je considérais que ce n'était pas trop grave d'avoir 5% d'erreur. Ce n'est pas. Et attention, parce que ça je l'entends tout le temps. Mais absolument tout le temps, que ce soit en congrès, que ce soit dans les couloirs, que ce soit en cours, que ce soit dans des livres, enfin je le vois partout. Il y a plein d'erreurs de compréhension de ces statistiques, qui n'est pas facile à comprendre du tout, et les gens l'interprètent un peu n'importe comment, et c'est un peu un support projectif. Quand vous faites un test de Rorschach, vous voyez une tache, vous ne voyez pas un éléphant par exemple. Donc, les gens croient que leur valeur P correspond à l'ampleur de leur effet. Plus elle est petite, plus mon effet est important. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est plus elle est petite, plus vous êtes surpris d'observer un effet aussi grand. Ils ont aussi tendance à croire que c'est la probabilité que leur hypothèse soit fausse. C'est pas ça non plus. C'est une probabilité d'un effet, c'est pas une probabilité d'une hypothèse. Et ils ont aussi tendance à croire que c'est la probabilité d'observer un faux positif. C'est aussi totalement faux. Et il y a plein d'autres erreurs de compréhension de la p-valeur. Il y en a au total, le chercheur auquel je pense, qui est Goodman, qui a publié ça en 2008, a recensé 12 incompréhensions de la p-valeur qu'il a appelées les 12 salopards. Vu qu'une affirmation sans preuve peut être rejetée sans preuve et que je vous ai dit que c'était très répandu chez les chercheurs, cette incompréhension de la définition de la p-valeur, je vais vous donner des résultats d'études réelles.
Et la première étude dont je vais parler, qui est une étude un peu classique, j'aurais pu remonter plus loin dans le temps, il y a d'autres études classiques, mais celle-là, elle est assez intéressante parce qu'elle a aussi interrogé des étudiants et des instructeurs en méthode scientifique dans des facultés de psycho. Et par instructeur en méthode scientifique, c'est tout ce qui est cours de méthodo et cours de stats. Donc, parfois, c'est même donné par des statisticiens eux-mêmes. On leur envoyait un QCM avec bonjour, voici une liste de propositions, veuillez cocher la définition correcte d'une valeur P. Accrochez-vous parce que vous allez être un peu sidérés. Au niveau des instructeurs de méthode en psycho, 80% arrivent à se tromper. Donc ce sont des gens, c'est le métier de le savoir. Et ils se plantent. 80% des cas. Quand on demande aux chercheurs en psycho, 89,7% des cas, des chercheurs arrivent à se tromper dans le choix de la bonne définition. Au niveau des étudiants, si même les profs ne le savent pas, comment voulez-vous qu'ils le sachent? Donc c'est un peu de leur faute s'ils plaignent des étudiants qui ne comprennent rien. L'ITSI et collaborateurs en 2023 ont réalisé une étude du même type, mais ici en Suède. Et ils ont juste interrogé des statisticiens dans des facs de psycho et des étudiants de psycho. Ils ont montré que 87% et demi des profs de stats en psycho se trompaient au niveau du choix de la bonne définition de la valeur P. Et au niveau des étudiants, 89,5% arrivaient aussi à se tromper. Donc, c'est pas petit. Et c'est répliqué plein de fois. Et si quelqu'un était un peu picky, il regarderait l'échantillon qui a été fait et il dirait « Ouais, ton échantillon il est tout petit ». Mais ça a été répliqué au moins une trentaine de fois, ces résultats-là. Et on en arrive toujours à répliquer la même chose, on reste toujours dans les mêmes résultats. Par contre, depuis quelques années, on a tendance à observer une très légère diminution des incompréhensions. Parce que les journaux scientifiques se font assaillir d'articles qui rappellent la bonne définition, d'articles de méthode qui disent aux gens « Arrêtez de vous faire passer pour des cons, vous vous trompez, et la bonne définition c'est ça, allez retourner dans les bouquins de statistiques classiques. » Et on peut vous le montrer par des simulations. C'est bien la probabilité d'observer un effet au moins aussi grand si votre effet est faux. Et arrêtez de croire que c'est la probabilité de votre hypothèse. Ce qui est très paradoxal, c'est que les chercheurs, ils ont un ensemble de statistiques et ils ont un truc qui est quand même vachement plus intéressant, c'est ce qu'on appelle une taille d'effet. Ce que je vous ai expliqué au début, la taille de l'effet de votre intervention. Ils ont l'incertitude autour de l'effet de cette intervention. Donc ils ont un intervalle de possibilité d'effet de leur intervention. Et ils se focalisent sur un truc qui ne mesure pas du tout ça. Et ils ne reportent que la p-valeur, et quand on leur demande quelle est la taille d'effet de ta p-valeur significative, ils font « je ne l'ai pas calculé ». C'est très embêtant parce qu'on laisse se noyer le truc qui fonctionne et on regarde le truc qui fonctionne très à moitié. Mais, petite parenthèse, dans les années 30, quand la p-valeur a été déterminée, elle avait un réel sens. Et si on l'interprète comme un degré de surprise par rapport à votre résultat, elle garde son sens. Mais il ne faut pas lui faire dire n'importe quoi. Elle dit une information sur un degré de surprise, pas sur une taille d'effet, pas sur autre chose. Il faut arrêter de tout confondre, parce qu'ils le font vraiment tous. On en observe, enfin, j'entends tout le temps, même dans mes cours de bachelier, dans mes cours de master, j'avais des profs qui faisaient l'erreur. Ils nous montraient des beaux graphiques en bas, on voyait une belle différence au niveau de leurs deux groupes d'intervention, ils disaient c'est significatif. Mais on n'avait pas la moindre idée de la différence de l'erreur de mesure qu'ils avaient dans leur effet. Donc ça, on ne savait rien dire, et plein de trucs sont construits sur uniquement la valeur P. C'est pour ça que les méta-analyses, donc les synthèses d'études qui veulent mesurer l'efficacité d'un effet en particulier, mesurent la taille d'effet et pas la valeur P. Parce qu'elles sont intéressées par l'efficacité réelle. Et on observe une explosion des méta-analyses parce qu'on n'a quasiment pas d'effet dans la littérature et qu'il faut les recalculer et que les seules personnes qui ont le courage d'aller éplucher la littérature, recalculer les effets à partir des valeurs P et de l'effectif et des statistiques et des degrés de liberté, il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de le faire parce que c'est très chronophage et ça prend ça prend beaucoup de temps. Donc, on a un petit domaine, une petite méthode qui permet en cours d'avoir des effets, mais dans la plupart des cas, on ne l'a pas. Ce qui est bien, et c'est un projet que j'ai en cours avec une collègue et mon patron, c'est qu'on observe une toute petite progression de la proportion d'articles qui donne au moins une taille d'effet, au moins une. Et un article, c'est pas un effet, ils font une quarantaine de tests d'hypothèse, mais on en a une, et c'est déjà mieux que zéro. Vous prenez un article des années 90 ou des années 80, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Alors, il y a une autre méconception, c'est que vu que tout le monde se focalise sur la valeur P et sur le prestige des journaux scientifiques, on se retrouve
dans des cas qui sont un peu saugrenus. Un journal scientifique à haut impact, donc un journal scientifique très prestigieux, on pourrait s'attendre à ce qu'il montre des effets réels, des effets vrais avec une ampleur de l'effet. Quand on regarde ces différents journaux scientifiques, on se rend compte que, en fait, il y a énormément d'erreurs au niveau des calculs de ces valeurs P. Et ces journaux scientifiques à très haut impact, à très grand prestige, en fait, ils sont remplis de fautes statistiques. Il y a une étude qui a été faite par Zoux et Ioannidis en 2016, sur 18 journaux régulièrement cités en psychologie et en neurosciences. Ils ont extrait 68 000 valeurs P et elles venaient d'environ 6 000 articles. Parmi ces 68 000 P-valeurs, 2,3% des P-valeurs des P-valeurs dites dans l'article comme inférieures à 0,5%, donc considérées comme significatives, quand on les recalculait, en prenant exactement les mêmes chiffres reportés dans l'article, eh ben, elles devenaient supérieures à 0,05%. Donc il y avait des erreurs que les chercheurs vont dire c'est une erreur d'arrondi, c'est une erreur de copier-coller. Ils faisaient passer des effets non significatifs comme significatifs dans leurs journaux. Et ils se sont amusés, Zoux et Ioannidis, à regarder s'il y avait un lien entre le prestige du journal et la proportion d'erreurs de p-valeur. Donc la proportion de ce qu'on appelle d'erreurs de décision. La proportion de p-valeurs qui ne devraient pas être significatives, mais qui le sont quand même. Alors, pas de chance. Donc en axe des X, vous avez l'impact factor. C'est une mesure du prestige du journal. Plus le chiffre est important, plus le journal est prestigieux. Et en axe des Y, vous avez le pourcentage de valeur P avec une erreur. Et on est tous assez grands pour voir que la courbe elle monte. Donc plus l'impact du journal et le prestige du journal augmentent, plus on observe d'erreurs de P-valeur. C'est une régression linéaire pour ceux qui vont être un peu piqués au niveau des statistiques qui est dans la ligne non pointillée. Et c'est une régression linéaire pour la première. Et pour la ligne pointillée, c'est une régression qui prend en compte le fait qu'il n'y a pas l'homogénéité des variances au niveau de la distribution des facteurs d'impact. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. C'est pour Jessica, Michel et 2-3 autres que je vois ici présents dans la salle. Et ça reste significatif et l'effet a un sens. Alors, on arrive à la fin. La puissance statistique. Autre concept lié à la valeur P, qui n'est pas compris non plus. Si on ne comprend pas l'un, on ne comprend pas l'autre. Je vais vous l'expliquer avec une analogie, c'est beaucoup plus simple. Donc avec une faible puissance, donc un petit effectif de petite taille, on va pouvoir uniquement détecter des effets de très grande taille parce qu'il faudra une différence au niveau de votre groupe très importante si vous avez peu d'informations au départ. C'est comme si vous voulez regarder la Lune avec un télescope obtenu dans un magasin de jouets. Vous allez pouvoir regarder la Lune, bien la regarder de manière assez sympathique, mais une fois que vous allez vouloir regarder une galaxie ou autre chose de plus éloigné et de plus petit dans le ciel, vous ne le verrez pas. Si vous avez une puissance statistique importante, donc par sursimplification, parce qu'il y a d'autres moyens d'augmenter la puissance statistique, en utilisant un très grand effectif, une étude à très grande échelle, genre une enquête internationale sur les performances scolaires dans les pays où ils ont des millions, enfin des milliers d'observations et des milliers de pauvres élèves torturés par un hétéro sans sens et qui ne comprennent pas pourquoi. C'est comme si vous essayez de regarder une galaxie avec Hubble. Vous avez un télescope extrêmement puissant, vous pouvez regarder très loin et des trucs très petits, et si vous voulez regarder la Lune, vous verrez presque les pas de Neil Armstrong dessus, ou les restes des rovers ou d'autres choses. Enfin, en réalité, vous verrez la lentille, mais bon, ça c'est un autre débat et c'est de la technique. Alors, par convention, encore par des vieux schnocks qui sont morts depuis longtemps et qui ont à peu près pondu toutes les statistiques modernes, on considère qu'un test statistique, donc qu'un article, a une puissance considérée comme acceptable, et je dis bien acceptable, à partir du moment où sa puissance statistique est égale à 80%. Si c'est plus grand, c'est mieux. Si c'est en dessous, on considère que c'est médiocre et que l'article ne vaut pas grand-chose. Parce que ce qu'il observe a de fortes chances d'être surestimé, il y a de fortes chances d'être un faux négatif. Alors,
Je vous ai dit au début du cycle de la méthode, hypothético-déductive, qu'un chercheur il doit concevoir son étude avant de la réaliser. Dans cette conception de l'étude, il y a le nombre de sujets qu'il va devoir récolter. Il va devoir trouver un nombre de sujets pertinents pour arriver à montrer l'effet qu'il hypothétise, l'effet qu'il imagine, enfin, son guess au niveau de l'effet. Pour ça, il va faire un calcul de puissance où il va réaliser son étude au niveau, on peut le faire de manière analytique et algébrique, mais on peut aussi le faire de manière avec des simulations où on crée deux groupes virtuels séparés par la taille d'effet que l'on a hypothétisé, on le refait plein de fois et on regarde le nombre de fois où on arrive à montrer cet effet. Et on le compte. Et il va faire sa simulation en augmentant à chaque fois de 1 sujet, ou de 10 sujets, ou de 100 sujets, tout dépend de l'effet. Il va obtenir une courbe où il va voir que la puissance statistique qu'il voulait observer va augmenter. Et à un moment, il va passer le seuil fatidique des 80%. S'il continue à augmenter son effectif, il va avoir une puissance statistique de 100%. Ça veut dire qu'il est certain de pouvoir montrer l'effet qu'il a hypothisé et qu'il veut montrer. Au moment de la conception de l'étude, notre chercheur, il va faire sa simulation de puissance ou son calcul mathématique de puissance et il va obtenir un petit graphique ou un chiffre, tout dépend du logiciel qu'on utilise. Ça se lit exactement comme une courbe de croissance d'un enfant dans les carnets de naissance. C'est exactement la même chose. Vous avez hypothétisé un effet d'une taille moyenne, vous gardez votre courbe de taille moyenne, vous allez à 80%, vous descendez tout en dessous et vous trouvez qu'il vous faut environ 30 sujets par groupe pour avoir une puissance d'au moins 80%. Une conclusion importante à tirer de ces graphiques-là et qui est rarement prise en compte, c'est que si vous êtes en mesure de détecter un tout petit effet, donc un effet qui vous demande énormément de sujets. Ici, le petit effet, il demande un petit peu moins de 300 sujets par groupe, donc ça fait une étude avec 600 personnes. Si vous êtes capable de détecter ce petit effet, si vous vous êtes trompé dans votre hypothèse de la taille de votre effet, et que votre effet est en réalité plus grand, vous saurez le montrer avec une puissance qui est encore plus importante, donc avec moins de chances de vous tromper sur la décision de votre effet. Donc, vaut mieux toujours avoir une étude de très grande ampleur. Si on n'a pas la moindre idée de cet effet, ne faisons pas une étude pilote avec ces sujets. Sauf si on veut juste voir des problèmes au niveau de la méthode de recueil des données. Si on veut avoir une idée de l'effet réel, autant faire une étude pilote tout de suite avec un effectif énorme. Comme ça, on aura une estimation relativement précise et même parfois très précise de l'effet réel que l'on veut investiguer en détail. Et donc, comme je vous disais, si vous avez énormément de sujets, vous avez une puissance statistique de 1, donc vous pouvez à peu près montrer tous les effets que vous voulez, et un effet qui sera ridiculement petit, il arrivera à être significatif, donc vous pourrez publier. Mais ça coûte cher de récolter des sujets, parce qu'il faut payer les dédommagements, ça prend du temps, ça coûte relativement cher. Et vu qu'on est payé à la quantité, vu qu'on a des subsides à la quantité et qu'on a des bourses à la quantité d'articles que l'on publie, si vous perdez votre temps à récolter 1200 sujets pour une expérience, vous allez peut-être publier sur toute votre thèse un seul article, et vu qu'on évalue sur le nombre d'articles que vous avez publiés, la prochaine bourse que vous voulez avoir pour continuer vos recherches et ne plus être juste doctorant esclave d'un académique, vous n'allez jamais avoir votre bourse vu que vous n'aurez publié jamais qu'un seul article. Comme vous vous en doutez, dans la littérature scientifique, on observe que des études avec des tout petits effectifs. Donc on est face à un manque de puissance statistique dans la littérature scientifique. Et c'est pas que en psycho, c'est dans tous les domaines, celui-là on est vraiment certain qu'il est généralisé. Le tout premier signal d'alarme au niveau de la puissance statistique a été réalisé par Jacob Cohen en 1962. C'est un des pères des calculs de puissance statistique. Et juste pour l'anecdote, parce qu'on dit que souvent que les psychologues cliniciens, ils servent à rien, ils font juste ce type était psychologue clinicien. Et il a à peu près pondu 2/3 des statistiques modernes, à lui tout seul, et au niveau détail des faits, il les a toutes pondues lui-même. Depuis Cohen en 1962, qui avait montré qu'il y avait déjà un problème en psychologie au niveau de la puissance statistique et qu'il n'y avait pas assez de sujets dans les expériences pour tester les hypothèses,
Il y a eu beaucoup d'autres études, je vous en ai cité un beau paquet, et si je devais tous les détailler, on passerait la nuit à les détailler parce qu'elles sont toutes très intéressantes. Mais des domaines qui ont été très touchés par ces études, c'est tout ce qui est études de neurosciences, études sur le cancer, tous des domaines qui ont un retentissement médiatique très important, et on arrive à chaque fois à montrer qu'on est en dessous de 80%, mais ce n'est pas un petit peu en dessous de 80%. En neuroimagerie structurelle ou fonctionnelle, je ne sais plus dans lequel des deux articles de Zoux et Onidis c'est, on est aux alentours de 7% de puissance et pas 80%, on est à 10 fois moins. Donc il y a des chercheurs qui arrivent même à la conclusion de à quoi bon faire de la recherche si on perd son temps à tester 6 pauvres petits animaux ou 6 pauvres petits humains et que en fait notre effet n'a pas de sens. Oui, ça gonfle notre ego, on peut publier, on a un effet, on peut faire oh là là dans les médias, je suis un grand scientifique, je trouve toujours. Mais au niveau intérêt sociétal, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça ne fait pas progresser les connaissances. Et on fait juste leurrer notre monde et on soigne juste notre ego. Je vais vous donner un exemple d'un de mes domaines de recherche et c'est ce qu'on appelle l'effet Mozart. Pour les gens un petit peu plus âgés ici, à mon avis, vous en avez entendu parler dans les années 90. Il y a eu une étude qui a fait grand bruit et qui a montré que si on faisait écouter une sonate particulière de Mozart, on arrivait à augmenter l'intelligence des enfants. En 2010, il y a une méta-analyse qui a synthétisé 38 études. Ce sont les 38 études qu'il a trouvées et qui existaient sur la question sur base d'une revue systématique de la littérature, où il a vraiment été cherché et qu'il a pris plein de précautions pour trouver un maximum d'études sur la question de l'effet Mozart. Il a synthétisé et il a réussi à montrer un effet d'une taille de 0,327 en échelle d'Ed Cohen, notre Cohen de tout à l'heure qui a inventé plein de tailles d'effets. C'est un effet qui va de petit à moyen. Donc ce n'est pas un effet ridicule, ce n'est pas un effet qui n'a pas de sens. Par contre, quand notre petit Piechnik et collaborateurs en 2010 ont corrigé pour le biais de publication, donc la tendance des chercheurs à publier que ce qui marche, en fait l'effet il a disparu. Et il n'y avait pas d'effet de l'effet Mozart, on s'en doutait, c'est pas en mettant un casque sur le ventre d'une femme enceinte ou en torturant son enfant, en lui faisant écouter Mozart 24 heures sur 24 qu'on va le rendre plus intelligent. On va juste se dégoûter de la musique classique et on va peut-être perdre un lauréat du concours Reine-Elisabeth. Dans mon étude, je suis reparti des 38 effets synthétisés par Piechnik et collaborateurs. J'ai repris la taille d'effet de leur méta-analyse et j'ai appliqué d'autres méthodes de correction pour le biais de publication, pour avoir un effet de l'effet Mozart plus précis et plus proche de la réalité. Mais ici, je vais vous présenter que les résultats que j'ai obtenus pour l'effet le plus grand, qui est l'effet non corrigé pour le biais de publication. Et j'ai obtenu une puissance médiane par moyenne, je peux vous expliquer après la différence entre les deux si vous voulez, d'environ 40%. Donc on n'est pas du tout à 80% non plus. Ici, un petit graphique que j'ai réalisé pour le congrès auquel j'ai été présenter ces résultats-ci. Quand je vous dis que ce n'est pas un petit peu inférieur à 80%, c'est la majorité des études sont sur la partie gauche du graphique, donc la partie avec la puissance la moins importante. On n'a que très peu d'études qui sont au niveau d'une puissance suffisante d'au moins 80%. Sur les 38 études, j'en ai 34 qui sont en manque de puissance, qui n'atteignent pas mes 80%. Je n'ai que 4 études, enfin 4 effets qui arrivent à avoir une puissance considérée comme acceptable. Mais ils n'arrivent même pas à avoir une puissance parfaite. Donc ça veut dire que si on est très sévère, 90% du domaine est bon acheter à la poubelle. Et qu'on a des résultats qui n'ont pas de sens et qui sont très certainement surestimés. Quelles sont les conséquences du manque de puissance dans la littérature scientifique? Il y a 2 conséquences majeures. La première, c'est la surestimation des effets observés. Si vous n'êtes pas en mesure de détecter un effet plus petit que votre échantillon le permette, il y a quand même des chances qu'au hasard, votre échantillon ait une différence qui existe réellement, mais qui n'est pas due à votre effet et qui n'est pas due à votre intervention. Et vu que vous n'êtes pas en mesure de détecter un effet plus petit, vous allez au moins détecter cet effet plus grand. Donc vous allez détecter que des grands effets. Et les effets plus proches de la réalité, vous n'allez jamais les détecter. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul effet réel. Ça veut dire qu'on a une distribution d'effets réels. Donc, si je vous dis que l'effet du paracétamol pour diminuer l'intensité d'une migraine est de 30%,
il y a une erreur autour de cette estimation. Pour certaines personnes, ça va être 15% de diminution, pour d'autres, ça va être 80% de diminution, ou ça va même faire disparaître totalement la migraine. Donc, on va forcément avoir des effets surestimés si on a une étude sous-puissante. Et je dis bien effets surestimés et qui sont significatifs. Parce qu'une étude sous-puissante peut avoir un effet non significatif proche de la réalité. Mais il ne sera pas publié vu qu'il est non significatif. Donc on va donner une image distordue d'un domaine parce qu'on ne va publier que ce qui sera surestimé parce qu'on n'a pas assez de puissance. La deuxième conséquence, c'est l'augmentation du taux de faux négatifs. Je vais vous l'expliquer juste après. Si je reviens à ma surestimation des effets, j'ai fait une étude sur l'efficacité des psychothérapies pour diminuer l'intensité des symptômes dépressifs. Je me suis parti d'une base de données qui comprenait aux alentours de 400 effets. J'en ai gardé 107. Ce n'est pas une sélection de données. J'ai une raison tout à fait technique de l'avoir fait. C'est que vu qu'ils ont synthétisé toutes les études qui existaient sur l'efficacité des psychothérapies, j'avais des enfants, j'avais des adultes, j'avais des personnes âgées, j'avais des thérapies type canithérapie, j'avais des mesures qui n'étaient pas forcément comparables entre elles et j'avais des designs expérimentaux qui étaient très différents les uns des autres. Donc j'ai fait un ensemble de 107 études qui étaient très ressemblantes les unes des autres. On pourrait presque parler de réplication, à part qu'on ne peut pas réellement parler de réplication dans ce cas-ci parce qu'elle testait parfois différentes psychothérapies. J'avais une étude qui testait la psychothérapie familiale et une technique qui testait la psychothérapie cognitive et comportementale. C'est juste un exemple. Donc, j'ai réduit mon échantillon pour avoir un ensemble homogène d'effets. Donc, ça me permet d'avoir une estimation de mon effet qui est un tout petit peu plus précise. Ce qu'on observe, c'est que plus mon effectif total va diminuer dans mon expérience, plus je vais observer une variabilité grande de mes effets observés. En orange, vous avez tout ce qui est effets non significatifs, donc qui ont une valeur P supérieure à 0,05. Ce sont des effets non significatifs qui ont été publiés, on a eu de la chance cette fois-ci, et vous voyez qu'ils sont soit en dessous de la taille d'effet synthétique représentée par ma ligne pointillée et mon incertitude en zone grisée, vous voyez qu'ils sont dedans ou en dessous. Et tout ce qui est études significatives pour les effectifs les plus petits, eh ben, ils sont quand même vachement au-dessus. Et pour l'anecdote, l'étude qui a une taille d'effet observée de 5, je soupçonne très fortement que les chercheurs ont supprimé les données qui ne les arrangeaient pas. Parce qu'ils ont des chiffres parfaitement ronds. Genre, ils ont une efficacité des moyennes de groupe très bien arrondies et c'est pas possible d'être arrondi à ce point-là. Donc, la conclusion de la surestimation des effets observés quand on a une puissance inférieure à 80%, donc ici une puissance faible et avec donc un petit effectif, c'est qu'avec un petit effectif, on ne peut détecter que de grands effets de manière statistiquement significative. On va aussi détecter des effets non statistiquement significatifs qui seront plus petits, mais ceux-là ils seront plus difficilement publiables ou pas publiés. Donc, on donne une vision distordue de la science. Et ce phénomène de surestimation des effets a une conséquence très fâcheuse pour les gens qui synthétisent la littérature, c'est que vu qu'un effet non significatif a moins de chances d'être publié qu'un effet significatif, on va se retrouver avec, comme le graphique ici le montre, une littérature qui va avoir tendance à être biaisée vers des effets qui sont très grands, ou des effets plus grands que ce qu'ils ne devraient être. Donc, les méta-analyses, ils vont aller rechercher la littérature dans les journaux, mais ils vont trouver que sur des effets surestimés. Donc, la taille d'effet que va trouver une méta-analyse, elle va être surestimée aussi. Et il y a une étude, qui est l'étude de Gvarven en 2017, qui a montré, sur base de simulation, qu'une fois qu'il y avait un billet de publication au niveau de la littérature, les tailles d'effet synthétisées par les méta-analyses devaient être divisées par 3. Et c'est ce qu'on observe avec les études de réplication. C'est que par rapport aux méta-analyses, il faut toujours diviser par 3. Ou aux alentours de 3, ça dépend un petit peu du domaine, mais on est aux alentours de 2,5, 3,5. Une autre conclusion, c'est que plus l'effectif augmente, plus on est capable de détecter des effets qui sont petits, ainsi que des grands effets si ces grands effets existent. Ici, ce qui est malheureux, c'est qu'au niveau de l'effectif total, pour les grands effectifs, vu que ça coûte très cher, on est 2.
J'en ai une à 600 et j'en ai une à 800, donc c'est compliqué de prendre une conclusion là-dessus. Mais si on fait une simulation, je peux vous assurer que vous avez un magnifique entonnoir qui se dessine sur le graphique. Et vous voyez vraiment un bel évasement au niveau des tailles des feuilles. C'est un phénomène statistique pour ceux qui sont intéressés par la vulgarisation scientifique qui est très proche de ce qu'on appelle la régression à la moyenne. On a l'augmentation des faux négatifs aussi, j'y viens enfin. Alors ça, vu que les études non significatives ne sont peu ou pas publiées, j'ai dû faire une simulation pour vous le montrer. Donc imaginons qu'on est face à une maladie nouvelle avec une très grande létalité. Toute ressemblance avec un phénomène qui a eu lieu il n'y a pas longtemps est totalement fortuite. Alors, on a un traitement potentiel qui existe avec un effet réel, mais on n'a pas la moindre idée de l'effet réel de ce traitement. On va commettre un faux négatif, donc ce qu'on appelle aussi en stats une erreur de type 2. C'est une erreur qui nous ferait conclure que notre traitement efficace en réalité ne l'est pas réellement parce qu'on n'a pas suffisamment de sujets pour montrer que ce traitement est efficace. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour nos pauvres malades qui sont en train de mourir d'une nouvelle maladie très létale? C'est qu'en fait, on va foutre à la poubelle un traitement qui marche. C'est bien beau ce que je vous ai dit, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, une affirmation sans preuve peut être rejetée sans preuve. Donc, je vous ai fait une simulation où j'ai fait varier l'effectif pour un effet donné et j'ai à chaque fois répliqué pour chaque effectif ma simulation 1000 fois. On observe que quand j'ai un grand effectif ici, j'ai 100 sujets par groupe, dans une expérience à 2 groupes, j'obtiens 5% de faux négatifs. Et plus je diminue mon effectif par groupe, donc si on prend le cas extrême, 10 sujets par groupe, donc une étude à 20 sujets, j'ai 82,3% de faux positifs dans mon étude. Donc 82 fois sur 100, je jette un traitement qui est potentiellement efficace et qui pourrait sauver des vies. Si j'avais une étude suffisamment puissante, dans seulement 5% des cas, je jetterais un traitement efficace. Donc on tue des gens relativement indirectement dans cet exemple-ci. Donc, comme je vous l'ai dit, une étude de petite taille sous-puissante pour un effet inconnu et n'est pas associée à ce petit effectif, nous fera rejeter un traitement car elle n'est pas en mesure de détecter l'effet de ce traitement. Les 2 dernières conclusions et même tout ce que j'ai dit avant ont amené certains chercheurs à prendre des positions extrêmement radicales sur la littérature scientifique. Et ici, c'est John Ioannidis, qui est un des pères fondateurs de la méta-recherche, a écrit un article en 2005 intitulé « Pourquoi la plupart des recherches publiées sont fausses ». Et il écrit plus loin qu'il est capable de prouver que la plupart des résultats scientifiques sont faux. Il a fait un modèle statistique qui permet de le démontrer. Ça repose sur des mathématiques qui ne vont pas plus loin que la division. Et ça tient la route. Par contre, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces calculs parce que là, on est parti pour 6 heures de conférence. Est-ce qu'il existe des solutions à tous ces problèmes? Parce que là, je pense que j'ai déprimé à peu près tout le monde. Et je suis désolé pour ça et j'espère que vous avez encore confiance en la science. Une des solutions qui est envisagée et qui est en train d'être implémentée, c'est le préenregistrement des études. Donc avant qu'un chercheur récolte ces données, il va aller mettre toute sa conception de son étude sur une plateforme en ligne. Pour que d'autres, par exemple, aient cette méthode de mettre sur cette plateforme en ligne, le chercheur peut choisir de rendre le protocole, la manière dont il va conduire cette étude publique avant de récolter les données pour avoir des commentaires d'autres personnes, ou il peut décider de la cacher, mais qu'au moment de la publication de cette étude, ce protocole va apparaître. Ça permet à n'importe qui d'aller vérifier qu'il a bien fait ce qu'il avait prévu et de vérifier qu'il n'a pas changé d'hypothèse et qu'il n'a pas supprimé de données qu'il ne devait pas supprimer. Il y a aussi des logiciels qui ont été développés pour vérifier automatiquement les statistiques. Je vais les voir après. On a tout ce qui est pratique d'open science et de sciences ouvertes, donc c'est-à-dire la recherche payée par le public et même par des firmes pharmaceutiques doit se retrouver accessible à n'importe qui dans la société, quel que soit le pays, quel que soit le genre, quelle que soit la religion, sans aucune discrimination, et que ce soit l'article, les données, le matériel, les analyses. Et encore d'autres choses, et si je l'oublie, j'ai une collègue qui ne va pas être contente du tout. Il y a aussi changé le mode d'évaluation des chercheurs. Arrêtez d'évaluer les chercheurs sur le comptage d'articles qu'ils ont publiés, la grandeur du prestige qu'ils ont, et d'aller regarder ce qu'ils font réellement. Ça prend du temps, c'est coûteux, et il faut engager des gens pour le faire, mais
On passe à côté de perles rares, de gens qui font des études avec des effectifs immenses, des méthodes statistiques très développées et où on peut strictement rien dire, mais vu qu'ils publient pas beaucoup, ben ces personnes ils disparaissent, ils sont dégoûtés de la science, ils se retrouvent à aller faire des permis de conduire ou un cas que je connais personnellement qui est très malheureux, il a tellement été dégoûté qu'il est parti devenir guide de haute montagne dans les Alpes. Une autre solution qui, moi, je trouve très intéressante, c'est l'éducation des futurs chercheurs et des chercheurs déjà en place, et aussi l'éducation du public et de vous sur ces problèmes-là, parce que si on est plein à se plaindre, ça va peut-être changer un peu, forcer les politiques à changer leur fusil d'épaule, et peut-être aussi changer les organismes de fonds et les universités sur leur principe d'évaluation des chercheurs. Un autre effet de l'éducation des chercheurs, c'est que si on éduque des jeunes chercheurs aux pratiques de recherche discutables, que c'est pas bon de faire ça, ben on va se retrouver face à des jeunes chercheurs, quand ils vont être poussés à la fraude ou à la pratique discutable par leur patron, ben ils vont lui faire ben non, je peux pas faire ça, il existe des comités d'éthique et d'intégrité, si tu me forces à faire ça, j'y vais, je porte plainte. On peut aussi éduquer les anciens chercheurs et les académiques, parce que c'est quand même eux qui vont décider qui reçoit de l'argent, qui reçoit des bourses, c'est eux qui vont guider leurs jeunes doctorants, leurs mémorants et même leurs enseignements. Et on peut, même s'ils peuvent parfois être têtus, leur faire comprendre qu'ils ont des pratiques qui dysfonctionnent et qu'on peut fortement les aider. Et il y a aussi un autre gros problème, c'est qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Pendant le Covid, il y a une ancienne chercheuse hollandaise qui habite maintenant aux États-Unis qui s'appelle Elisabeth Bick, qui a fortement critiqué Raoult. Et elle a des plaintes sur le dos, il n'y a personne qui la couvre et elle se fait lyncher sur Twitter. Enfin, c'est horrible ce que cette femme vit. Et il y a plein d'autres cas. Je sais qu'à l'université de Liège et normalement dans les autres universités de Belgique, si un chercheur va déposer plainte à un comité d'éthique et d'intégrité scientifique par rapport à un autre chercheur, ça peut même être son patron, il y a une protection qui doit être mise en place et cette protection doit permettre à la personne de terminer ses études et de terminer au minimum son projet de recherche. Il existe d'autres solutions et on ne sortira pas de ces problèmes si on n'essaye pas d'implémenter la totalité de ces solutions, parce que c'est comme pour le réchauffement climatique, c'est les petites gouttes d'eau qui vont faire les grandes rivières à la fin, donc on changera plus vite le système de fonctionnement si on essaie d'appliquer un peu tout. Au niveau de l'efficacité de ces méthodes, le préenregistrement des études, je vais essayer d'aller vite parce que je vois que je suis en retard, fortement en retard même. Avant de collecter les données, on préenregistre son étude. Ça se fait sur une plateforme, comme je vous l'ai dit, ça peut être public ou ça peut être sous embargo jusqu'à publication des données. Et on peut aussi faire reviewer par des experts en méthode ce préenregistrement. On observe des différences de résultats entre les études qui sont préenregistrées et les études qui ne sont pas préenregistrées. Ce qui est quand même fâcheux, c'est un peu prendre un enfant la main dans le sac dans le paquet chic. L'effet moyen des études préenregistrées est de 0,21. Quand on regarde l'effet moyen des études non préenregistrées, donc des études classiques, on est aux alentours de 0,40. Donc on divise par 2 la taille des effets. C'est l'étude de Schaffer et Schwartz en 2019. Au niveau de la vérification automatique des statistiques, les Hollandais sont super forts pour ça. Ils ont développé un logiciel gratuit qui s'appelle StatCheck. Et ils ont réussi à montrer avec ce logiciel que 50% des articles avaient des erreurs de p-valeur au niveau de leur publication, que 12% avaient des erreurs de p-valeur qui rendaient une p-valeur significative en p-valeur non significative. Et certains journaux, depuis peu, ont implémenté le logiciel développé par ces chercheurs pour corriger ces p-valeurs et détecter ces erreurs, et ça s'appelle StatCheck. Ils ont fait une étude toute récente, qui est disponible en préprint, où ils ont comparé des journaux équivalents avant l'implémentation de StatCheck et après l'implémentation de StatCheck. Et ils ont fait 2 groupes, des journaux qui l'ont implémenté et des journaux qui ne l'ont pas implémenté. Les journaux qui l'ont implémenté ont une diminution des erreurs de p-valeur bien plus importante que les journaux qui n'ont pas implémenté StatCheck. Il en existe encore parce que le logiciel n'est pas encore tout à fait au point et qu'il y a certains calculs qui n'arrivent pas encore à refaire. Au niveau de l'open science, l'open science a un intérêt éthique et moral parce qu'une recherche payée par la société doit être accessible par la société. L'open science, c'est pas juste rendre l'article accessible. L'open science, c'est aussi rendre ses données, ses analyses, ses codes, ses méthodes, son matériel expérimental accessible au public. Tout doit être accessible en ligne et gratuitement.
L'avantage de l'open science, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités de vérification et que n'importe qui peut aller vérifier et n'importe qui peut aller identifier une bulle logique dans l'article. Et il y a déjà des cas où un postier a montré qu'il y avait une erreur dans une étude scientifique et ça a été corrigé par après. Dans la littérature sur l'effet des psychothérapies sur la dépression, c'est un travail qui est en cours et que je vais présenter à l'Open Access Week à l'Université de Liège, enfin j'espère que je vais présenter si je suis pris. L'effectif médian, donc l'effectif des études publiées en Open Access est plus grand que l'effectif des études publiées dans des journaux classiques. Donc ça veut dire que ces études ont plus de puissance. Donc ça veut dire que ces études sont plus précises, ça veut dire que ces études ont plus de chances de détecter des effets vrais et diminuent le nombre de faux négatifs. Pour l'évaluation basée sur la qualité, on a des universités, ici l'université d'Utrecht, qui a abandonné tout comptage de citations pour évaluer les chercheurs pour leur promotion et leur attribution de bourse. Ils vont directement regarder la qualité de ce que les gens ont fait et ils ont engagé des gens pour aller vérifier cette qualité et c'est à chaque fois des experts des domaines qui tournent. L'éducation des futurs chercheurs, on a plein de cours en ligne qui sont gratuits. Ici, c'est 2 cours en ligne dédiés aux étudiants de psycho et même aux autres qui sont améliorer vos inférences statistiques et améliorer vos questions statistiques qui sont donnés par Daniel Lakens qui est un psychologue, chercheur en méta-recherche qui a eu un prix de didactique. Et il y a un cours en ligne qui s'appelle Intégrité scientifique qui est organisé par l'université de Grenoble et qui explique très en détail les différents types de fraude et comment diminuer la proportion de fraude et comment faire une recherche reproductible. J'ai une lecture aussi à vous recommander si vous parlez anglais, ça s'appelle Research Integrity et la dédicace de ce livre est très parlante. Il dédie ce livre à tous les chercheurs et les académiques qui étaient passionnés par la science, amoureux par la science, qui voulaient découvrir des choses et qui n'ont pas pu rivaliser face à des gens qui ont peu de scrupules, qui osaient tricher et qui ont pris leur place parce qu'ils publiaient plus. Pour finir, je tiens à remercier les 2 académiques qui me font confiance pour mon travail de recherche qui peut ne pas être très apprécié parce que assez dérangeant pour certains chercheurs qui fraudent en particulier. Et c'est le professeur Ezio Tirelli qui est mon premier promoteur parce qu'il va arriver à la retraite bientôt et qui est à la tête de l'unité de méta-recherche et d'éthique de la méthodologie quantitative et le professeur Christian Monseur qui prend la relève après la retraite d'Ezio Tirelli pour encadrer ma thèse toujours avec l'aide d'Ezio Tirelli et qui travaille en psychométrie et en édumétrie. Si vous avez des questions, des commentaires, des insultes ou autres, c'est maintenant. Je vais peut-être juste débuter avec simplement un commentaire, mais merci beaucoup pour ta présentation. C'est super important de relever tout ce que tu nous as détaillé là. Voilà, je suis quand même contente que tu aies mentionné les différentes solutions qui existent parce que je pense qu'il y a quand même des gens, des coordinateurs scientifiques, des data ambassadors, etc. qui bossent pour différentes institutions ou services et qui sont quand même là pour veiller à ce que les gens respectent les bonnes pratiques en recherche et enregistrent bien leurs protocoles au préalable pour éviter de falsifier les hypothèses et autres. Donc voilà, c'est des choses qui se font, qui sont répandues. Il y a des chercheurs qui travaillent bien et dans les règles de l'art. Voilà. Il y en a. Je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs, donc ça... Et il y en a qui essayent. Pour le vite non averti, voilà, il y a quand même de la bonne recherche qui se fait. Donc, juste un petit commentaire par rapport aux différentes solutions qui existent et qui sont effectivement mises en pratique par beaucoup de chercheurs quand même. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai une question en fait, donc là tu t'es focalisé sur les chercheurs académiques. Est-ce que tu sais s'il y a une différence entre les chercheurs académiques et industriels? Donc les doctorants qui font leur doc financés par une industrie, s'il y a des différences? Je n'en sais strictement rien, mais je crois qu'il y a des études là-dessus. Okay. Et je pense que c'est la même chose. À peu près la même chose. Parce que les prévalences sont tellement grandes au niveau logique, je me dis que dans l'industrie, ça doit être à peu près équilibré. Oui. C'est une hypothèse. Voilà, bonjour, merci d'abord cet exposé, c'était très clair. Moi qui ne suis pas chercheur, ça éclaire beaucoup. Ces constats-là, peut-être pas avec autant de précision ni autant d'allant, on nous les signalait déjà il y a 15 ans quand moi j'ai fait mon master. À quel moment est-ce qu'on sensibilise les pouvoirs publics? Parce que c'est eux finalement qui sont derrière le financement pour la plupart, en tout cas dans notre domaine, la psychologie. À quel moment est-ce qu'on leur montre ça? À quel moment est-ce qu'on leur dit qu'il faut changer les choses? Si je ne m'abuse, il y a déjà des gens dans les cabinets qui travaillent à informer là-dessus. Mais principe psychologique de base, je suppose que tu es psychologue aussi, changer l'habitude de quelqu'un, c'est très compliqué. Les universités ont pu signer il y a quelques années au niveau
politique. La déclaration de San Francisco, qu'on appelle la déclaration Dora, et récemment, elles ont pu signer la déclaration Kohara, où les universités s'engagent à changer leur méthode d'évaluation de manière progressive, le temps de mettre en place les outils. Mais, on ne va pas se mentir, on a des chercheurs qui sont dans le système depuis 30 à 40 ans, ils ont toujours compté les haricots. C'est pas si en leur disant « attention, tu ne peux plus compter les haricots », qu'ils ne vont pas le faire en cachette avant les réunions pour engager et attribuer les bourses. C'est le grand risque qu'il y a, mais on a un signal positif qui est que les universités commencent à signer en masse toutes ces déclarations demandant une réforme du système d'évaluation. Et l'Université de Liège va signer la déclaration de Kohara. Oui, moi j'ai une autre question, parce que tu parlais de sensibiliser les futurs chercheurs et les étudiants, etc. Moi j'ai eu à donner des cours de méthodo ou qui concernent la publication scientifique, etc. dans d'autres facs que la fac de psycho, et souvent en toute fin de cursus. Et il y a beaucoup de choses qui semblent être le b.a.-ba pour un chercheur que beaucoup d'étudiants qui sont amenés à lire des recherches et à faire de la recherche ignorent. Est-ce que, puisque toi en fac de psycho, est-ce que c'est des cours qui figurent dans le tronc commun ou est-ce que c'est de nouveau pour des spécialisations plus pour les neurosciences, la recherche? Est-ce que c'est en phase de changer? Comment ça se met en place? Je vais répondre de deux manières à ta question. Une première réponse, ça va être vague, et après je vais être plus précis au niveau de la fac de psycho. En 2017, on a Marcus Munafo qui est venu faire une conférence dans le cadre du Conseil d'éthique et d'intégrité scientifique à l'Université de Liège. J'y étais pas, on me l'a rapporté, mais il a eu une conclusion très importante à la fin de sa conférence, et il a dit « Les joueurs de foot sont mieux formés à leur métier que les chercheurs scientifiques. Parce que eux, au moins, ils ont des cours. » En fac de psycho, je ne vais pas faire le cursus en entier, mais en première année, deuxième année, ils ont un cours de stats, ils ont un cours de méthodo. En troisième année, ils ont un autre cours de stats sur base de logiciels. Ce sont à chaque fois des cours à 60 heures quasiment. Puis après, au niveau du master, s'ils ne prennent pas les options, il n'y a plus rien. Donc ils se retrouvent en thèse de doc et leur cours de stats et leur cours de méthodo, ils remontent à 2, 3, 4 ans. Donc en fait, ils ont presque tout oublié, malheureusement. Et je sais que dans d'autres facs, leur cours de stats se fait en fin d'études et c'est maximum 15 heures. Je vais essayer une question, j'espère qu'elle sera compréhensible. Se demander effectivement, justement, quel impact réel est-ce que ça a sur la société? Parce que j'entends bien que dans le monde de la science, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes, mais finalement, on n'est certainement pas énormément à lire directement les magazines tels que Nature ou The Lancet. Donc, quel effet est-ce que... Enfin, une méfiance envers la science, hein, j'ai envie d'y répondre un peu moi-même, mais je ne sais pas si tu as davantage à dire de ce côté-là. Alors, est-ce que tu peux me répéter la question? Mais à savoir, est-ce que finalement tout ça... le problème principal de ce genre de dérive sur la société, c'est vraiment le fait que ça génère une méfiance de la science aux yeux du grand public. Un autre impact autre que la méfiance, je ne suis pas du tout économiste, c'est des idées qui me viennent comme ça en tête. Hein. Je sors de mon domaine d'études, donc prenez ce que je dis avec des très grosses pincettes. Les chercheurs qui arrivent à percer et qui ont des grands prix, mais je ne critique pas les Nobel. Hein. Les Nobel, il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien comme partout. Le problème, c'est que la recherche publique, elle est subventionnée par qui? Elle est subventionnée par les impôts et par les taxes. Elle est subventionnée par les gens. Donc, un des problèmes sociétals, c'est qu'on est en train de gaspiller énormément d'argent à payer des chercheurs, pour certains, parce qu'il y en a qui essaient de bien travailler, avec de l'argent public, et qu'en fait, eux, ils n'ont pas envie de mettre cet argent public à bon escient, et on se retrouve face à un gaspillage énorme d'argent public. Et on peut aussi se retrouver, comme je l'ai dit à un moment, mais j'avais dû commencer à accélérer à ce moment-là, dans le cas de certaines pathologies, on pourrait avoir un traitement qui est efficace, mais les chercheurs n'ont pas les fonds ou n'ont pas l'envie, parce qu'ils n'ont pas envie de se tromper, de montrer que ce traitement est réellement efficace. Donc on jette peut-être des possibilités de traitement. Et on le voit bien avec le Covid, on a arrêté toute l'industrie pendant 1 à 2 ans, et en 1 à 2 ans, on a réussi à prendre 3 vaccins. Donc si on arrive à tous travailler sur la même chose avec un vrai but, parce que c'est vraiment important, on y arrive. Et là, c'est pas vraiment de l'argent à gaspiller, même si il y a des études qui sont en train de sortir maintenant sur les études Covid qui ont été publiées, et on voit qu'il y a eu un amas de chercheurs qui n'avaient rien à foutre dans les domaines médicaux, qui ont commencé à faire de la recherche médicale parce qu'ils savaient que s'ils faisaient du Covid, ils seraient publiés. Merci. Est-ce qu'on a davantage de questions? Sinon, je pense qu'on peut poursuivre la discussion autour d'un verre et libérer François. Donc, merci encore. Merci.